Bonjour et bienvenue sur la chaîne Actis de l'information jeunesse. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui sera consacrée à la présentation des projets portés cette saison par le Point Information Jeunesse Hautefeuille. Je suis Julien, donc je suis l'informateur jeunesse du Point Information Jeunesse Hautefeuille et nous diffusons en direct cette émission sur radio, cette émission de radio sur Twitch, grâce à notre partenaire Radio Grand Paris. Bonjour Nicolas. Salut Julien. Comment ça va ? Bah écoute, ça va super, je suis content d'être avec vous. Bah nous aussi, on est content que tu sois avec nous. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, vous représenter à nouveau le Point Information Jeunesse Hautefeuille, vous dire qu'il est situé au 19 bis rue Hautefeuille, dans le 6e, au métro Odéon, que c'est un lieu d'accueil pour tous les jeunes, ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h, l'après-midi sans rendez-vous. Vous pouvez venir pour y travailler, pour imprimer des documents, tout est évidemment gratuit, grâce à des postes de travail qui se trouvent dans notre local. Vous pouvez bénéficier d'une écoute et de conseils d'orientation et d'un accompagnement dans tous les projets et les initiatives que vous voulez porter. Pour bien débuter la saison, nous avons choisi de cartographier cette année avec vous en vous présentant les projets portés par le Point Information Jeunesse Hautefeuille, et auxquels nous vous invitons à participer. Beaucoup de ces projets s'inscrivent dans la continuité de la saison passée et ils sont réfléchis au regard de nos missions, que ce soit l'aide à l'orientation des jeunes, la découverte des métiers, l'accès à l'emploi, à la culture, la prévention sur la santé, l'environnement et l'accompagnement de projets. En dehors des projets portés par le Point Information Jeunesse, évidemment, en tant qu'informateur jeunesse, je suis là au quotidien pour vous accompagner dans vos démarches, vous donner des conseils d'orientation, de l'information documentée, notamment celle qui est mise à jour par le CIDJ sur le site professionnel EJBox, et mettre à votre connaissance les dispositifs de la ville qui existent pour vous, que sont Paris Jeunes Vacances, Quartier Libre, le BAFA Citoyen, le Conseil parisien de la jeunesse, ou bien alors le Pass Jeune au moment de l'été. Alors, pour vous parler donc de ces projets et vous donner envie d'y participer, j'ai la chance d'accueillir sur ce plateau plusieurs jeunes qui ont participé à des projets l'an passé. Alors, je commence par Lucie. Bonjour Lucie. Salut. Donc, elle a participé au projet Acte Jeune. Il y a également Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Il a participé au projet Prends la parole et change les choses. Bonjour Thomas. Il y a Thomas. Bonjour. Qui a participé, Émile, je redis Thomas. Bonjour Émile, pardon, qui a participé. Bonjour Émile, qui a participé au projet Parcours Spectateur. Et il y a également Eugénie. Bonjour Eugénie, qui est accompagnée par le Point Information Jeunesse dans ses démarches. J'accueille également sur notre plateau notre partenaire de la Maison de la Radio, Claire Zalamanski. Bonjour Claire. Bonjour. Avec laquelle nous organisons de nombreux ateliers et sorties. Nous passons donc maintenant au sommaire de cette émission. Jingle. Alors pour cette présentation de saison, je vais procéder chronologiquement en vous présentant dans cet ordre les projets. Il y aura d'abord Prends la parole et change les choses, la bande alimentaire, le parcours spectateur, les ateliers Radio France, le forum de l'engagement jeune, le podcast Acte Jeune et le groupe de lecture à voix haute 10h. Et nous terminerons l'émission en proposant une question en débat sur l'accompagnement des jeunes et de leurs projets. Donc le premier projet, donc Prends la parole et change les choses, qui se déroule cette année du 24 au 28 octobre, est un stage de théâtre forum qui permet à 12 jeunes de valider leur stage citoyen comptant pour le BAFA citoyen en leur proposant de mettre en jeu leur vécu et leur point de vue sur des problématiques contemporaines. Le thème de cette année, c'est les réseaux sociaux. Le stage débouchera sur une représentation publique à la MP2A Brousset, 100 rue de Didot, qui est notre partenaire, et où les jeunes inviteront le public présent à trouver collectivement des solutions. À l'occasion de ce stage, les jeunes visiteront également l'hôtel de ville, assisteront à un spectacle de danse et rencontreront des professionnels du spectacle vivant. Thomas, je me tourne vers toi, du coup, à cette occasion, qui a participé donc l'an dernier à ce projet, Prends la parole et change les choses. Bon, avant tout, Thomas, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques traits ? Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 18 ans, donc je suis à l'université. Et j'ai participé au projet Prends la parole et change les choses à la Toussaint 2021. Comment as-tu vécu ce projet, Thomas ?
ça a été vraiment une super expérience, plein de rencontres et on en apprend plein sur les autres et puis sur soi-même aussi. Est-ce que ce projet résonne encore aujourd'hui en toi? Enfin, je veux dire, est-ce que d'une manière ou d'une autre? J'ai trouvé que pour l'animation, ça m'a aidé, notamment faire du théâtre, ça m'a permis de gagner un peu confiance en soi et puis de s'exprimer plus facilement vers les autres. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez fait à l'occasion justement de ce stage alors? Qu'est-ce que tu as fait à l'occasion de ce stage? C'était axé, en fait cette semaine c'était axé pour que chacun puisse représenter une courte scénette. Oui. On a fait des jeux au début pour se connaître. Et puis ensuite, chacun a planché par petits groupes sur une scénette, sur une problématique qui lui tenait à cœur. Donc il y a eu le racisme dans l'immobilier, la maltraitance sur les enfants, etc. etc. Oui, vas-y. Et donc, on a eu en parallèle plein d'autres animations. Donc par exemple, on a assisté à la visite de l'hôtel de ville. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et puis, on a pu aussi aller voir une pièce de théâtre franco-colombienne. C'était vraiment intéressant de voir les autres jouer aussi parce qu'on se disait, faut que ça ressemble à ça un peu notre pièce. Qu'est-ce qui était exceptionnel dans cette visite de l'hôtel de ville? En fait, quand on est en face de l'hôtel de ville sur le parvis, on se dit que c'est vraiment un lieu inaccessible, en tout cas pour nous, parce que c'est tellement grand et puis c'est vraiment un lieu qui représente Paris. C'est là où est la maire de Paris. Pour moi, c'est vraiment le siège du pouvoir. Et puis on se dit que, en tant qu'habitant, on n'a peut-être pas forcément notre place, mais alors que si, tout à fait. Et c'est un lieu qui est quand même chargé d'histoire. Donc c'est vrai que c'était assez exceptionnel pour le coup. C'était la première fois que tu montais sur scène devant un public? À part les kermesses de fin d'année à l'école, oui. Je me rappelle en tout cas, moi, j'ai un souvenir très vif encore de ton passage sur scène où tu jouais une scène d'un fils par rapport à son père. Et émotionnellement, en tout cas, c'était très très fort, quoi. Enfin, tu l'avais joué avec beaucoup d'investissement et beaucoup d'émotion. Et encore aujourd'hui, moi, en tout cas, ça m'avait touché. Merci. Du coup, tu as passé ton BAFA, Thomas? Alors, après, donc j'avais déjà fait mon stage pratique avant le projet Prends la parole. J'avais déjà fait mon stage théorique avant le projet Prends la parole et change les choses. Et ensuite, donc, j'ai fait 2 semaines, il m'en reste une semaine à faire, j'ai fait 2 semaines de stage pratique au Courtis, donc c'est le bout de la ligne 13 à Asnières. Et voilà, et il me reste encore donc une semaine de stage pratique à passer, et puis mon perfectionnement. Mmh. Et c'était donc du coup tu as encadré des enfants dans ta première semaine de stage pratique? Voilà, tout à fait, c'était une association qui s'appelle le Club des Chardons. Et en fait, ça accueille environ une vingtaine d'enfants, donc c'était vraiment un petit club de 6 à 12 ans à peu près, donc une palette assez large en termes d'âge. Donc il fallait proposer des activités, il fallait les occuper toute la journée. Voilà, c'était très enrichissant et ça a permis de poser un premier pied dans l'animation parce que j'en avais jamais fait en dehors j'ai jamais été babysitter, je me suis jamais occupé d'enfants, donc là me retrouver tout seul, enfin pas tout seul mais face à 25 enfants c'est très impressionnant, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. C'est une sacrée responsabilité. Tout à fait, surtout quand on est dans une ville qu'on connaît pas très très bien avec un groupe d'enfants. Et qu'on est tout seul là pour le coup parce que j'étais parti au parc et il fallait rentrer au centre pour une certaine horaire, donc c'était assez stressant pour le coup, fallait prendre le bus et tout ça, donc mais ça s'est bien passé, on est rentré sain et sauf. Est-ce que tu conseillerais à d'autres jeunes de passer le BAFA? Alors
ça prend du temps, mais je pense que c'est vraiment un investissement qui est à faire parce que ça permet d'en découvrir plus sur soi-même et sur les autres. Et puis, ça aide toujours pour tout ce qui est, comment je dirais, parler devant les autres, confiance en soi, donc peut-être pour les entretiens d'embauche. Et puis, quand on aura, pour ceux qui veulent être parents, c'est quand même un premier pied, j'ai envie de dire, dans comment s'occuper des enfants, etc., les responsabilités qu'il faut avoir. Donc, je pense que c'est quand même à faire, même si ça prend du temps. Et puis, voilà, foncez. Merci beaucoup Thomas. Merci. Je passe donc à la présentation d'un autre projet qui nous tient à cœur. J'ai oublié de dire que ce projet d'ailleurs prend la parole et change les choses est reconduit pour la 3e année consécutive, tout comme le projet que je vais vous présenter qui s'appelle la bande alimentaire, qui est un projet qui consiste à proposer à un groupe de jeunes d'apprendre à réaliser une campagne de communication au profit de la collecte nationale pour la banque alimentaire. Ce groupe de jeunes reçoit pendant 2 jours une formation, dispensée par notre partenaire Yes4Com, une agence de communication, pendant laquelle ils vont apprendre ce qu'est un plan de communication, apprendre à élaborer ce plan de communication spécifique, à déterminer des axes de travail, ceux dans lesquels ils souhaitent s'investir. Donc c'est un projet donc, qui permet à des jeunes ayant une appétence donc, pour les métiers de la communication de réaliser donc, d'avoir une première expérience professionnalisante dans ce milieu professionnel. La collecte nationale a lieu le dernier week-end de novembre. Une réunion d'information se tiendra le 15 octobre. Je me tourne pour être sûr de la date. Oui, c'est bien ça. C'est donc bien le 15 octobre. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire pour vous inscrire. Vous pouvez également aller envoyer un mail à labandealimentaire@gmail.com. Donc les jeunes qui participent au projet sont accompagnés durant toute la durée du projet et donc ils peuvent être amenés à faire plusieurs choses puisqu'en fait le projet est dimensionné à leur mesure. Donc ça peut être soit s'investir pour gérer l'image de la bande alimentaire sur les réseaux sociaux, ça peut être si vous avez des appétences pour la rédaction, écrire des posts, voire des articles que nous publierons sur un blog Medium. Si vous êtes plus sur l'image, fabrication d'images, ça peut être de la prise de vue, ça peut être de la prise de vue vidéo, il peut également avoir des interviews, et également la préparation et la participation à une émission de radio. Je vous invite, si vous souhaitez par exemple voir sur notre site de la chaîne Actis, dans les émissions que nous avons fait l'an dernier, il y en a une qui est consacrée à la bande alimentaire. Donc ça peut vous donner aussi une idée du projet et de ce que peuvent réaliser les jeunes durant ce projet. Je passe à un autre projet que nous portons cette année, qui reconduit lui pour la 2e année consécutive. C'est un parcours spectateur. Donc c'est un projet de découverte de la comédie française et des métiers du théâtre, réalisé donc en partenariat avec le théâtre du Vieux-Colombier. Donc l'idée est de pouvoir faire découvrir les métiers du théâtre aux jeunes, un groupe de jeunes composé, enfin un groupe on va dire intergénérationnel d'ailleurs plus exactement, de 12 personnes composées au 4/5e de jeunes, en leur faisant découvrir 3 spectacles, 3 rencontres métiers, et 2 visites ou 3 visites des lieux. Peut-être que cette année nous pourrons aller également au Studio Théâtre, donc qui est le 3e lieu de la Comédie Française, puisqu'il y en a 3, la salle Richelieu, le Théâtre du Vieux-Colombier et donc le Studio Théâtre. L'année dernière, à l'issue du podcast Spectateur, j'ai réalisé un podcast où l'on peut entendre sous forme d'interviews individuelles le portrait et le vécu de ceux qui y ont participé. C'est l'occasion de me tourner vers toi, Émile. Bonjour Émile, enfin rebonjour. Bonjour. Avant de te donner la parole, je te propose d'écouter un extrait du podcast où tu interviens. On écoute Émile. Comment as-tu vécu ce parcours spectateur, Émile ? J'ai beaucoup apprécié parce que c'était pas une seule tranche d'âge. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des personnes qui avaient à peu près mon âge et d'autres qui avaient qui étaient plus âgés que nous. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa que vraiment il y ait toutes les générations qui se rassemblent pour aller voir des pièces de théâtre. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que ça apporte, tu penses, que les générations se mélangent ? Déjà de discuter avec des personnes plus âgées.
et qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt parce qu'on nous propose d'aller voir des pièces de théâtre. Donc, moi, discuter de pièces de théâtre avec des personnes qui en avaient déjà vu quand ils étaient petits, du coup, il y a longtemps, moi, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui t'a marqué au cours de ce parcours spectateur ? Déjà, le fait que quasiment tout le monde soit là à chaque pièce qu'on allait voir. Tout le monde pensait aux autres, en fait. On était vraiment un groupe, quoi. Est-ce que, alors, Émile, pardon, on vient d'écouter un extrait du parcours. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques traits ? Je m'appelle Émile, j'ai 14 ans. Et j'ai fait le parcours spectateur en l'année 2021-2022. Donc, 6 mois à peu près après ce parcours, est-ce qu'il te reste une ou plusieurs images que tu accepterais de partager avec nous ? Oui, notamment celle où on a pu voir et poser des questions à Sephora Pondy, qui a fait je crois, pour l'enterrement au Panthéon de Joséphine Baker, qui a parlé. Donc quelques mois après qu'on l'ait interviewée. Et du coup, ça m'a vraiment fait bizarre de la voir parce que je la connaissais pas avant. De la voir passer à la télé, c'était assez amusant. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un peu comment tu as vécu ce parcours, Émile, 6 mois après, est-ce que je veux dire, tu gardes quel regard tu as dessus ? J'ai beaucoup apprécié. On est là-bas, ça reprend un peu ce que j'ai dit dans le podcast. Mais ouais, on était tous ensemble, on discutait des pièces à la sortie, on essayait de mettre des notes, on était tous soudés, vraiment c'était super sympa. Et donc du coup, est-ce que c'est quelque chose, ce parcours, qui t'a même influencé encore peut-être un peu aujourd'hui dans des choix que tu as pu faire, que ce soit d'orientation professionnelle ou personnelle depuis ce parcours ? Est-ce que ça a résonné du coup d'une manière dans le temps, encore aujourd'hui ? Oui, parce que déjà ça nous a fait découvrir des pièces qui ne sont pas du classique, donc autres que du Molière, Corneille, Racine, c'était beaucoup plus récent. Après, quand on a visité la salle Richelieu, on nous a beaucoup parlé des métiers dans le théâtre, donc le décor, ceux qui font les costumes, etc. Et du coup, ça ouvre beaucoup plus de voies d'orientation plus tard. Oui, moi je me rappelle que pendant le podcast, à un moment, tu dis quelque chose d'intéressant. Ce qui t'avait marqué, notamment dans le parcours de Sephora Pondy, qui t'avait étonné, c'est que finalement, elle avait choisi, selon toi, assez tardivement, finalement, sa vocation, et tu t'étais dit, c'est bien, parce qu'on peut, ça veut dire qu'on peut quand même faire des choix, en fait, à n'importe quel âge. En fait, tu pensais que ça commençait beaucoup plus tôt, en fait. Et du coup, toi, est-ce que tu as fait, et du coup, est-ce que tu as des choix que comment dirais-je, tu parlais aussi du fait d'être peut-être, tu étais très intéressé par le métier des chargés des relations avec les publics, et que c'était quelque chose qui avait allumé une petite lumière en toi, j'ai l'impression. Mais... Ouais, ça m'avait vraiment intéressé parce que c'était pas forcément un métier qu'on connaît beaucoup. Parler des pièces avec le public. Pour moi, au théâtre, il y a les gens qui vendent les billets et les acteurs, et il y a que c'est un théâtre classique. Et ce métier, ça m'avait beaucoup impressionné de se dire qu'on pouvait avoir vraiment parlé avec le public, et j'y pense encore toujours. Je suis toujours intéressé par ce projet, donc peut-être que j'ai réfléchi encore comme orientation plus tard. Ok, merci beaucoup, Émile. De rien. Je vais passer aux ateliers de Radio France que nous organisons depuis l'an dernier, grâce à un partenariat qui a été mis en place grâce à la rencontre que j'ai faite donc avec Claire Zalamanski. Donc je me tourne vers toi, Claire, bonjour. Rebonjour. Alors, je vais d'abord peut-être juste, avant de te demander de te présenter en quelques traits, qu'on écoute un extrait, même de ce qui avait été fait à l'occasion d'un atelier à Radio France. La nuit étoilée. De Van Gogh. Tends-moi ta main. Vas-y,
Descends, je vais te rattraper. Saute. Mais c'est haut. N'aie pas peur. Allez, Mais j'ai peur. allez. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu sautes. D'accord. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Ouf. Nous sommes à terre. Ça t'a plu le bateau? Oui, c'était magique. J'ai envie de marcher un peu. Ça te dit? Oui. La nuit est belle. Il fait bon. Oui, on est bien là. C'est fou, toutes ces étoiles. Il n'y a pas de nuages dans le ciel. Souvent, il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour. Oui, je vois des violets, des bleus, des verts. C'est vrai. Regarde, on voit même la grande ours. La grande quoi? La grande ours? Mais qu'est-ce que c'est? Un ours? De quoi tu parles? Ce sont les 7 étoiles que tu vois là. Regarde, celles qui forment une casserole. Ah oui, je la vois. Tu crois qu'ils s'amusent à cuisiner de bons petits plats là-haut? Mais bien sûr, je suis certain qu'ils préparent un bon ragoût en ce moment même. Arrête, tu me donnes faim. J'ai l'estomac qui gargouille. Ouais, on y était, c'était chouette cette nuit étoilée. Alors ça, c'était donc un atelier de fiction dans le cadre de ce qu'on a appelé le parcours croisé avec le musée d'Orsay. Donc le parcours croisé, c'était le matin, on va au musée d'Orsay, on visite le musée d'Orsay et l'après-midi, on profite des œuvres qu'on a vues et d'une résonance radiophonique. On lui donne une résonance radiophonique à travers cet atelier fiction qui est donné à entendre en fait les tableaux qu'on a vus. Et donner à entendre, comme dans un cinéma sonore, ça veut dire le faire entendre par la voix de comédiens. Donc là, on a eu des super comédiens là, dans ce groupe. Attention, je trouve que c'était vraiment magique. Alors, ils ont une interprétation très poétique. Donc, à travers un atelier de fiction, on s'essaye au métier de comédien. Donc un texte dans du cinéma sonore, c'est du cinéma pour les oreilles, donc il faut construire le décor sonore avec les ambiances, avec du bruitage. Donc tout ça, c'est des métiers à la radio. Donc le bruitage, moi j'ai une copine, elle est bruiteuse. Donc comment faire le bruit de la pluie, comment faire le bruit des pas, enfin tout ça, c'est des métiers. Comédien, c'est évidemment un métier. Évidemment, dans un atelier de fiction, il y a toujours un personnage qu'on rencontre tout le temps dans une émission de radio, c'est le technicien. Et puis, il peut y avoir des musiciens. Et puis, le nerf de la guerre dans une fiction, c'est quand même le texte. Donc, il y a un texte écrit, encore une fois, qui est donné à entendre. Voilà, donc j'aime beaucoup les fictions. Et l'extrait que vous avez choisi me touche beaucoup. Donc, à travers tous ces ateliers, qu'est-ce qu'on essaye de faire à la Maison de la Radio ? C'est de l'éducation aux médias. Parce que je travaille, moi, dans ce service, enfin, dans ce pôle qui s'appelle l'éducation aux médias. Et on pense qu'à travers l'expérience du média, l'expérience de la radio, en particulier, c'est pas n'importe quel média, c'est la radio. C'est les oreilles qui travaillent beaucoup et la voix. Et à travers donc, cette éducation aux médias, on essaye de travailler à la citoyenneté, à l'évolution de chacun comme élève, parce qu'on reçoit beaucoup d'élèves, donc ça participe de l'éducation pour un public de scolaire, mais pour toute personne, d'ailleurs tout public qui veut venir s'essayer aux ateliers radio, ça peut l'aider à prendre confiance en lui, qu'on soit grand, petit, élève, du champ social. Moi, je travaille pour le public du champ social. Et le champ social, on dit en gros que c'est les gens, tout le public qui n'est pas familier de l'offre culturelle. Donc, ça peut être des jeunes, des vieux, des seniors, comme on dit. Ça peut être des handicapés mentaux, physiques. Enfin, c'est extrêmement large, le public du champ social. Maintenant, ça a été une volonté politique. C'est l'État qui a dit que vraiment, il fallait qu'on s'occupe du champ social, des banlieues, beaucoup. On travaille beaucoup avec les banlieues, avec les centres culturels des banlieues, et les CCAS et tout ça, pour faire, encore une fois, dans cette éducation aux médias, de l'éducation citoyenne. On travaille avec des réfugiés aussi. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe à travers cette éducation aux médias ? C'est
le travail de l'estime de soi, et puis on a un vrai métier, on découvre des métiers, encore une fois, celui de technicien, de bruiteur, de technicien, mais de plein de métiers qui tournent autour de la radio. Il y a des gens qui disent, mais moi je vais être technicien, preneur de son, et c'est pour ça que moi, dans mon activité de médiatrice culturelle, en fait, je suis médiatrice culturelle, eh bien, j'aime beaucoup, outre les ateliers que je fais découvrir, et donc on peut se familiariser à des tas de pratiques à travers ces ateliers, eh bien, j'essaye de mettre en place de plus en plus de rencontres métiers, parce que quand même, la grande histoire, c'est en tout cas pour un public de jeunes notamment, c'est aussi l'insertion. Donc, c'est de partir aussi à la découverte de métiers, parce qu'à la Maison de la Radio, on peut faire des tas de choses, de la radio, mais aussi de la musique, parce que la Maison de la Radio, elle s'appelle Maison de la Radio et de la musique depuis juin 2021, je pense, ça c'était en 21. Et donc, il y a une offre musicale extrême, donc pléthorique, et donc on peut aussi découvrir des tas de concerts. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un concert ? C'est aussi des instrumentistes derrière. Donc, on a des très, très belles salles de concert et on peut découvrir des tas de métiers et s'ouvrir les oreilles. Et d'ailleurs, nous proposerons d'ailleurs une sortie à la Maison de la Radio le 10 novembre pour assister donc au concert symphonique d'Ibrahim Malouf, qui sera donc précédé aussi d'une médiation culturelle. Voilà, pour donner un peu pour aller dans le sens de ce que tu dis. Donc là, ce sera l'occasion de s'en mettre plein les oreilles, enfin pour les jeunes en tout cas. Et est-ce que d'ailleurs certains des jeunes qui sont présents ici, je crois, ont participé à un atelier à la Maison de la Radio Moi. Oui, alors Eugénie, bonjour. Bonjour. Donc tu as participé à un atelier à la Maison de la Radio, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé, j'étais un peu stressée, mais ça s'est bien passé. C'est un atelier de fiction d'ailleurs. Oui. Et c'était peut-être celui-là d'ailleurs, c'était celui-là. Oui, je pense, oui. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait du coup pendant cet atelier ? On nous a donné des scénarios, on a essayé de lire d'abord les textes et après on a enregistré en tant que podcast, et moi j'aime beaucoup ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? T'aimes beaucoup ça ? Pourquoi tu dirais ? Parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était... quand on voyait pas les visages des autres, des acteurs et tout ça, on peut s'imaginer ce qu'on fait, ce que font les gens. C'est comme une histoire, quoi. Donc c'est très très bien de faire ça. Il y en a de moins en moins en ce moment, mais je trouve que c'est très bien pour les jeunes et même pour tout le monde. Hein. Alors, elle dit quelque chose de très, très important. Eugénie, c'est ça ? Oui. Oui, tu dis quelque chose qui est vraiment extrêmement important. C'est que la radio, ça ouvre l'imaginaire par rapport à la télé ou à l'image où tout vous est donné. La radio, comme on ne voit pas, c'est votre cerveau qui fait le boulot, quoi. Et quand on fait entendre un café ou qu'on fait entendre un décor quelconque, on aura tous des représentations différentes de ce qu'est le café, de ce qu'est le ciel étoilé, de la couleur du ciel étoilé. Toi, tu le verras bleu, d'autres le verront rose. Voilà. Donc c'est ça la grande richesse de la radio, c'est vraiment d'ouvrir l'imaginaire et faire bosser nos petits neurones comme ils ne bossent pas de la même façon, en tout cas devant une image donnée, quoi. J'en profite aussi pour dire que nous proposerons une sortie acoustique et son donc le 17 mai avec qui sera accompagnée donc d'une rencontre métier donc tout en haut au 22e étage, je crois, de la Maison de la Radio. Donc ce sera l'occasion aussi pour les jeunes présents de passer encore une belle après-midi à la Maison de la Radio. On a fait un petit point sur le champ social. Je pense qu'on va enchaîner. Merci Claire. Évidemment, vous, si vous voulez intervenir, vous êtes libre d'intervenir ou de poser une question à un moment quand vous le souhaitez. Alors, du coup, on était avec toi, Eugénie. On va y revenir. Comme je vous l'ai dit, le point information jeunesse accompagne aussi des jeunes dans leur démarche d'orientation pour les aider à trouver leur voie. Donc, je me tourne vers toi, Eugénie. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques traits ? Alors, je m'appelle Eugénie, j'ai 24 ans et je recherche une formation dans l'informatique, surtout dans les jeux vidéo, donc si quelqu'un peut m'aider. Ok, donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es venu un jour pousser la porte du point information jeunesse ?
Parce que j'étais déscolarisée et que je trouvais rien. Et je me suis dit, je vais voir ce que c'est, le centre Paris Anime, parce que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait des choses au centre Paris Anime. J'ai essayé des stages, mais comme il y a eu le Covid, tout a été fermé. Donc maintenant, je me retrouve sans rien. Oui, c'est sûr que la période a été compliquée et que c'est pas facile de faire redémarrer les choses. Heureusement, les choses, le contexte est plus favorable et on va faire redémarrer ça. Est-ce que tu peux nous dire comment le Point Information Jeunesse t'accompagne comment tu as été accompagné au Point Information Jeunesse depuis que tu es venu? Alors, c'est compliqué de dire ça, mais je sais même pas combien de temps ça fait que je viens. Oui, c'est vrai, ça fait quelques temps qu'on se connaît. Donc, je dirais au moins 4 ans. Mais Moi, non, c'est forcément moins de 4 ans parce que moi je suis là depuis 3 ans. Donc, alors 3 ans. Enfin, je sais plus, 3 ans au moins. Et je trouve que grâce à toi, je me suis vraiment plus ouvert, j'ai changé, j'ai vraiment changé en plein de choses et merci de m'avoir aidé. Mais je t'en prie, merci. Mais est-ce que tu peux nous dire comment on pourrait t'aider pour aller plus loin? Qu'est-ce qui te manquerait pour aller plus loin pour atteindre des objectifs Je sais pas. Franchement, je sais pas. Aucune idée. Donc aujourd'hui, ton objectif, c'est d'arriver à décrocher une formation Oui. dans l'informatique et plus précisément dans les jeux vidéo. Oui. Bon, on va y travailler. Ok. Merci beaucoup Eugénie de ton témoignage. Je vous parle également maintenant de la semaine du numérique que nous allons organiser du 10 au 15 avril, que nous proposerons au centre Paris Anime Richard Wright. Donc qui sera l'occasion en fait de mener des ateliers de sensibilisation et de prévention sur le numérique. Alors le programme n'est pas encore arrêté, mais retenez que ce sera entre le 10 et le 15 avril. Vous recevrez donc, dès que ça sera fait, plus d'informations. Mais voilà, ce sera du 10 au 15 avril, une semaine consacrée au numérique, avec peut-être des formations sur le jeu vidéo ou sur l'informatique. Nous menons également depuis 3 ans, nous allons renouveler, d'ailleurs la semaine du numérique est renouvelée pour la 3e année consécutive et nous menons également un forum de l'engagement jeune pour la 3e année consécutive, spécial environnement. L'an dernier, il s'était déroulé sur une péniche. Nous espérons que cette année, refaire la même chose. Là encore, ce n'est pas encore sûr, mais ce sera à peu près aux alentours de la date du samedi 3 juin. Ça durera toute la journée. L'idée de ce forum de l'engagement jeune, c'est de pouvoir présenter aux jeunes des terrains d'action, des terrains d'engagement, notamment sur le thème de la protection de l'environnement, mais pas uniquement, en leur faisant rencontrer des acteurs associatifs et institutionnels. Voilà, donc ces acteurs sont là pour sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l'eau, puisqu'on est sur une péniche et qu'on est au bord de la Seine. Donc on a essayé de faire venir des acteurs qui étaient liés à cette problématique. Il y avait donc l'an dernier les Colibris, l'association Cotravaux, l'agence du service civique, la FEV et l'Académie du climat notamment, et ici l'association O40. Voilà, le programme évidemment n'est pas encore arrêté et je reviendrai vers vous pour vous donner plus d'informations. Passons à un autre projet que nous menons aussi ici au Point Information Jeunesse Hautefeuille. C'est un projet qui s'appelle Acte Jeune. C'est un projet de podcast qui vise en fait à valoriser l'engagement des jeunes et leur parcours. Donc c'est l'occasion cette fois-ci de me tourner vers toi, Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, d'abord, on va d'abord écouter un petit extrait du podcast où tu es intervenue. On écoute Lucie. Bienvenue sur Acte Jeune, le podcast des jeunes qui s'engagent. Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans. Voici le portrait de Lucie qui a eu l'idée avec son ami Vincent de créer pendant le confinement un podcast. Et toi, t'en penses quoi? Dont le but est de donner la parole aux jeunes sur des sujets où on les entend peu et de retisser du lien social.
Ce n'est pas seulement mon projet, c'est notre projet parce qu'on est deux à l'avoir monté avec Vincent. Et donc c'est un projet pour les jeunes, de podcast pour les jeunes, pour libérer un peu la parole, parce que lorsqu'on s'est rencontrés avec Vincent, c'était sur un serveur Discord où il y avait plein de jeunes, justement, on discutait ensemble de sujets d'actualité dont on n'entendait pas trop l'avis des jeunes dans les médias, sur Internet, ou même au sein des familles, on se rendait compte qu'on laissait pas trop la parole aux jeunes, comme quoi il y avait beaucoup de préjugés sur notre maturité. Et on se rendait compte qu'on était d'accord sur beaucoup de choses et dont on ne parlait pas forcément à la télévision. Et on a décidé donc de créer un podcast pour enfin donner notre avis et montrer notre avis aux personnes qui ont des préjugés sur nous, et aussi rassembler les jeunes pour qu'eux aussi ne se sentent pas seuls, avoir des avis dont ils n'osent pas parler et qu'on puisse en parler tous ensemble. C'était donc un extrait de notre podcast. Lucie, est-ce que tu peux te présenter en quelques traits ? Oui. Alors, donc, je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans, bientôt 23. Et j'ai fait des études d'art numérique, et en parallèle, j'ai fait cette émission de radio avec un ami Vincent parce que on avait envie de parler et de faire des débats avec d'autres jeunes. Et voilà où ça m'a amené. Je recherche du travail. Et tu recherches du travail dans quel domaine ? Dans le domaine de l'animation 2D, pas pour les enfants, d'animation pour faire des dessins animés plus tard. À bon entendeur, salut. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cette expérience de podcast, Lucie ? On a réalisé ensemble. Oui, après on parlera de ton projet. C'était très intéressant, et surtout c'était très apaisant, on va dire. L'ambiance était très très saine et t'invite bien à parler. Enfin, on est à l'aise, on est très rapidement à l'aise à parler avec toi. Donc c'est très facile de discuter, et évidemment je m'étais préparée un petit peu pour me souvenir de ce que je devais dire et de certains éléments comme des dates, des chiffres, etc. Mais c'était vraiment sympa. Pourquoi c'est intéressant de parler son projet à l'occasion d'un podcast par exemple, ou d'autres ou d'une autre occasion pour un jeune, ou d'ailleurs pour un moins jeune d'ailleurs Parce que déjà en parler aux autres, ça permet d'avoir un avis extérieur, de savoir si on est dans la bonne direction ou pas, de voir si les gens réagissent bien, et puis aussi ça permet si les autres aiment bien le projet, qu'ils puissent participer ou en parler à d'autres personnes, faire des contacts à réseau. L'occasion aussi peut-être de faire le point sur son parcours ? Oui, je pense que ça fait un bon résumé, oui, de faire l'exercice de revenir sur comment les choses se sont passées et ce qui s'est passé avant. Ça permet de prendre du recul, ouais. Ton projet, donc, ça s'appelle « Et toi, t'en penses quoi ?» ETTPQ. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais dans l'extrait, c'est un podcast pour les jeunes. Donc, quand on dit pour les jeunes, on pense de 15 à 25 ans. Et donc, on les invite. On fait des émissions. Avant, c'était une fois toutes les 2 semaines. Maintenant, on va voir parce qu'il y a eu des changements, les études, tout ça. Mais on invitait les jeunes sur certains thèmes. Et ceux qui voulaient parler parlent, anonymement ou non, et donnent leur avis. Donc ça peut être des sujets d'actualité, comme par exemple on en avait fait un sur l'écologie, et ça peut être des sujets un peu plus légers, on va dire, comme la fête de la musique, les Energy Music Awards, etc. Tu en es où aujourd'hui de ton projet ? Est-ce que c'est un projet que comment il se développe ce projet, et vers quels horizons il va ? Eh bien, pour le moment, on est en train de prendre la reprise, enfin de préparer la reprise. Donc on a déjà sorti une toute petite émission par rapport à d'habitude, parce que ça dure normalement entre 1 heure et 2 heures, là c'est plus 20 minutes. On a interrogé des jeunes, on a fait des micro-trottoirs durant la fête de la musique. Donc on a sorti cette émission la semaine dernière, et donc on est en train de préparer un retour sur Twitch, enfin la première année sur Twitch, pour pouvoir faire l'émission en live et avoir des réactions en direct d'autres personnes, ce qui peut être très intéressant pour nous parce qu'on était vraiment un cercle assez fermé, et maintenant, vous pouvoir l'ouvrir comme ça nous permettra d'avoir des avis différents. Et on s'est associé à Nicolas aussi.
Nicolas, le même là, celui qui est avec nous là? Oui, exactement le même. Bah ouais, tu vois, il y a des exclus pendant ton émission, t'as vu? Oui, pour pouvoir diffuser les émissions en radio. Super. De quelle aide aurais-tu besoin pour aller plus loin, Lucie, dans ton projet? On a besoin d'aide, on va dire financière, ouais, pour acheter du matériel. Donc là, on a pu, pendant l'été, pouvoir... on n'a pas eu des fonds, mais on a économisé, on va dire. Mais ça nous aidera vraiment d'avoir de vrais micros, d'avoir une bonne connexion Internet, un bon PC pour pouvoir faire les émissions, monter les émissions. Donc c'est ce qui nous aiderait vraiment parce que là, la partie technique, du côté de certaines personnes, vu qu'on a des invités d'un petit peu partout, on n'a pas tous le même matériel, mais on a quand même des invités récurrents qui, eux, prennent juste le micro de leur portable pour parler et c'est pas forcément une bonne qualité. Et ça empêche les auditeurs d'écouter, en fait, c'est la forme leur empêche de bien profiter du fond qui est très intéressant. Donc c'est dommage. Et t'as des pistes pour essayer de récolter des sous? Alors, on avait essayé un appel à projet qui était dans ma ville et on avait essayé des concours de banques qui font des appels à projet aussi pour les jeunes. Malheureusement, ça n'a pas été sélectionné. Bon, c'est un concours, hein, c'est normal. Et puis, les appels à projet, c'est très sélectif aussi. Donc, on essaye. J'ai vu qu'il y avait d'autres appels à projet bientôt. Donc, on va peut-être y participer. On va voir. Mais voilà. Très bien. Est-ce que tu es en association? Non, mais on aimerait bien Oui. se mettre en association, ouais. Mais on va voir. Merci Lucie. Je vais vous présenter un dernier projet avant de passer à la question qui fait débat aujourd'hui. Ce projet, c'est un projet de lecture à voix haute qui s'appelle Deezer, qui permet donc aux jeunes de se rencontrer tous les derniers vendredis du mois au point information jeunesse Hautefeuille pour pouvoir lire des textes ou les faire lire par un diseur ou une diseuse. On peut être là également juste pour écouter. L'idée, c'est de faire se rencontrer les jeunes autour du plaisir de la lecture et de l'écoute. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à revenir vers moi, vers nous, en nous écrivant. Donc, on va passer maintenant à la question qui fait débat. Jingle, Nicolas, s'il te plaît. Alors la question qui fait aujourd'hui débat, que je souhaiterais en tout cas poser sur la table avec mes invités, pour rester dans le thème de cette émission, sur les projets, on en a un petit peu parlé avec Lucie à l'instant, que faudrait-il faire pour que les jeunes soient mieux accompagnés dans leurs projets, selon vous, qui êtes autour de cette table? Est-ce que vous avez des idées? Lucie. Oui. Alors là, c'est un ras-le-bol. C'est le moment. L'administration. L'administration. On n'est pas préparé du tout à ça. En tant que jeune, moi, personnellement, j'ai eu énormément de mal à comprendre les différents statuts, ce qu'il fallait faire, les démarches administratives. Et il y a énormément de jeunes, pour en avoir discuté et fait des débats aussi de mon côté avec, il y a beaucoup de jeunes qui ont des phobies administratives, qui ont peur de ça, de se plonger là-dedans. Et je comprends parce qu'il y a tellement de choses qui prennent la tête et des mots qu'on n'a pas, qu'on ne comprend pas. C'est très difficile, que ce soit pour des projets professionnels ou personnels, juste monter son entreprise ou pouvoir se mettre en auto-entrepreneur. Tout ça, c'est très difficile. Et même monter son association aussi, ça paraît compliqué. Donc, disons que j'aimerais bien qu'à l'école, on nous parle au moins de certaines formes administratives qu'on a tous. Et ensuite, si nous présenter comment faire pour remplir des papiers, quoi. Ça paraît bête, mais je trouve ça ultra important. Quelle démarche administrative tu as eu à faire ou tu as essayé d'entreprendre? C'était par rapport au projet ETT. Et toi, t'en penses quoi? Alors oui, ça en fait partie, mais aussi en termes professionnels, vu que je veux faire dans l'art numérique, j'aimerais... Enfin, je sais pas encore ce que je veux, parce qu'il y a tellement de statuts différents dont on ne parle pas,
que je ne sais pas lequel serait intelligent pour moi. Donc, par exemple, il y a auto-entrepreneur, il y a le statut d'artiste-auteur, il y a freelance, il y a intermittent du spectacle. Enfin, il y a tellement de choses et je ne sais pas lequel serait plus avantageux ou non. Donc, ça dépend de chacun. Donc, ça, c'était pour ma partie professionnelle. Et pour ETTPQ, comme je le disais avant, on cherchait à se mettre en association. Et là aussi, il y a énormément de choses à respecter, selon le nombre de personnes, selon le projet, s'il doit être lucratif ou non lucratif. Et il y a des statuts, genre en association, il faut un trésorier, il faut un président, un vice-président. Et ça, c'est difficile à partager, on va dire. À qui tu t'es adressé finalement du coup ? À plusieurs personnes selon ce que je cherchais. Donc, par exemple, du côté professionnel, comme j'étais dans une école d'art numérique avant, j'ai pu demander à des professeurs, mais qui là aussi disaient que ça dépendait énormément de ce qu'on voulait faire. Ils aidaient, mais ils restaient un peu flous aussi. On n'avait pas de cours sur ça, il fallait voir les professeurs en dehors des cours pour qu'ils nous expliquent bien. Sinon, j'ai vu qu'il y avait des forums d'entrepreneuriat un petit peu partout, qui s'appelait le Big Project, je crois, qui tournait un petit peu en France. Donc j'ai pu y participer. Il y avait énormément de personnes qui pouvaient accompagner si on voulait monter son entreprise, mais pas son auto-entreprise. Et si on voulait faire de l'artistique, c'était vraiment très compliqué. Il n'y avait pas du tout de mention du statut d'artiste-auteur, d'intermittent, de freelance, etc. Donc, est-ce que c'est moi qui comprends mal ou est-ce que c'est moi qui suis bête ou est-ce qu'ils l'ont vraiment pas mis, je sais pas. C'est compliqué, hein, ces histoires de statut. Et est-ce que tu as pensé à aller voir un point information jeunesse ou bien alors la MIE aussi ? Je ne sais pas si tu connais la MIE, la Maison des initiatives étudiantes. J'ai pu. Alors, c'était pas exactement ça, mais dans ma ville, parce que j'habite pas à Paris, dans ma ville, il y a un point jeunesse où je suis allée pour demander conseil, c'était l'année dernière, pour aussi me faire un réseau. Et bon, après, je pense pas être tombée sur les bonnes personnes parce que je les ai relancées plusieurs fois et ils m'ont jamais rappelé. Donc, c'était un peu compliqué. Je pense pas aussi être tombée sur les bonnes personnes. Oui, tu n'hésites pas à venir ici. Moi-même, j'ai un statut d'artiste-auteur, donc je pourrais t'en parler d'ailleurs. Ce serait incroyable. Est-ce que d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui ont eu à créer une association ? Oui, Nicolas ? Ouais, effectivement. Et est-ce que ça a été compliqué pour toi, Nicolas, de créer ton association ? Alors, c'est l'administration française, hein, forcément. Ça a été pas... c'est... Vive Google, t'as raison. Hein. Ouais. Faut éplucher les sites. Après, je trouve que c'était plus simple qu'il y a une dizaine d'années quand moi j'ai créé ma première asso. Là, c'est plus simple, c'est dématérialisé. Mais ça reste compliqué. Bizarrement, le statut d'auto-entreprise est presque plus simple que le statut d'association. Ouais, j'ai cru comprendre ça. Il faut avoir un numéro de siret. Ça va plus vite. Ah ouais. Et c'est moins compliqué après dans la gestion quotidienne. Une association, oui, tu as plusieurs personnes, donc forcément, il faut faire... Il y a des règles à respecter, il y a des assemblées générales, il y a des assurances, il y a des PV, il y a des... Je sais que c'est pas simple, effectivement. On pourra en discuter, ça, si tu veux, ou avec Julien. Est-ce que vous connaissez le Carrefour des associations parisiennes, qui est situé au métro Daumesnil, au 181 avenue Daumesnil ? C'est vraiment un endroit ressource hyper important pour les associations. Et donc, en tant qu'association ou porteuse ou porteur de projets associatifs, tu peux recevoir un soutien juridique sur la rédaction de tes statuts, un entretien, un conseil. Thomas Bilange est là-bas, notamment. Enfin, c'est lui qui tient cet endroit, enfin, qui est souvent là. Et c'est vraiment un lieu que je recommande quand on a un projet associatif parce que tu peux faire le point avec un professionnel qui est aussi bien calé juridiquement, qui est très bien calé juridiquement et qui a l'habitude de soutenir et d'aider des jeunes projets. Ok, super. Mais évidemment, on peut en reparler également aussi ensemble. Il y en a qui ont des projets, non, vous m'avez dit non, de projets associatifs peut-être, ou d'autres types de projets dans un autre domaine. Est-ce que vous trouvez que ça décourage justement tous ces carcans administratifs, toutes ces démarches ? Est-ce que ça peut décourager de faire des projets ?
Toi, par exemple, dans ton projet informatique, Oui, tu as eu l'impression de ne pas trouver les réponses que tu attendais? oui, Est-ce que tu sais ce que tu veux? pas vraiment, non. Ouais. Et c'est à quelle échéance, à partir de quand tu veux te lancer concrètement? Je sais pas, Tu sais pas? non. Tu veux faire des études dedans ou tu as déjà les connaissances? J'ai déjà certaines connaissances, mais pas tous. Comme je suis déscolarisée, j'ai pas de... Enfin, comment dire? J'ai eu des brevets quand j'étais plus jeune d'informatique, mais c'est des brevets tout simples. Donc, Et un mélange entre le travail et la formation, ça pourrait presque t'intéresser, non? je sais pas. Non? Non, je sais pas. T'as envie de retourner à l'école? Non. Ah, c'est ça le truc. J'ai du mal à commencer des nouvelles choses, donc j'ai vraiment envie de changer sur ça déjà, mais T'as envie de travailler tout de suite? Et vous, dans vos projets, vous avez des pistes? Vous êtes plutôt dans les études et puis on réfléchit après? Avant de poser une dernière question, enfin pas une dernière question d'ailleurs, mais une question à Thomas, je voulais juste vous dire que je ne sais pas si vous savez que le dispositif Quartier Libre, est-ce que vous connaissez le dispositif Quartier Libre de la ville de Paris? Justement, ça permet d'aider tous les projets jusqu'à hauteur de 1 500 €, y compris pour les projets qui peuvent déboucher sur une association, qui ont une dimension citoyenne en fait, sur le territoire parisien. Alors après, effectivement, toi t'habites pas Paris, mais faudrait qu'on regarde s'il y a possibilité peut-être de faire un lien avec Paris ou pas, mais en tout cas, c'est un dispositif à connaître quand on est porteur de projets associatifs, je pense. Donc Quartier Libre, retenez ça, il y a plusieurs sessions dans l'année où il est possible de déposer un dossier. Après, vous êtes entendu par une commission qui statue sur le fait de vous attribuer ou non une aide qui va de 500 à 1 500 €. Ok. Thomas, est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé ton stage pratique? Alors, mon stage pratique, du coup, c'était assez difficile parce que c'était une zone de sécurité prioritaire. Donc, c'est pas forcément des jeunes qui ont la chance d'avoir tout l'accès à certaines infrastructures. Mais c'était très enrichissant et c'est un super souvenir. Et en fait, on se sentait on se sentait vraiment utile parce que c'est là pour la plupart des jeunes qui peuvent pas se permettre de partir en vacances. Donc, Mais je voulais dire comment tu as fait pour le trouver, c'est-à-dire pour candidater en fait. Pardon. Du coup, en fait, j'ai écrit à toutes les mairies autour, vers dans un secteur, tous les arrondissements et puis toutes les villes alentours. Et il y a que la mairie d'Asnières qui m'a répondu favorablement. Donc c'est pour ça que j'y suis allé. Et t'as envoyé un CV, une lettre de motivation? Voilà. C'est toi qui l'as rédigé la lettre? Comment? C'est toi qui as rédigé la lettre? C'est moi qui ai rédigé la lettre, mais Julien a pu la lire et il m'a dit qu'elle était très bien, donc j'ai été confiant. Mais oui, et puis parallèlement, j'avais vu cette offre sur Planète Anime, donc j'y suis allé, voilà. Émile, est-ce que toi, ça te donne envie de... Enfin, le BAFA, c'est quelque chose auquel tu as pensé? Ou tu penses éventuellement? Au collège, on nous informe pas trop sur le BAFA. C'est que sur les... c'est vraiment sur les études. Le BAFA, je connais pas trop. Vraiment, je connaissais de nom, mais je sais pas trop... Ouais. C'est... Et là, tu es en quelle classe déjà, Émile? Troisième. Troisième. Tu as réalisé ton stage ou pas encore? Non, pas encore. Et du coup, tu as commencé des recherches? Oui, parce que j'ai des gens dans ma famille qui ont des amis, du coup, chez qui je voudrais aller, parce que c'était quelque chose qui m'intéresse, pas juste parce que c'est facile à trouver, c'est dans la famille, donc c'est pas compliqué, pas besoin de faire de l'aide de motivation, etc. C'est quel domaine? Le droit. Super. Tu vas pouvoir m'aider sur les démarches administratives alors. Tu pourras remplir mes papiers.
Bah ouais, ça fait déjà... Il y a un petit binôme là qui se crée peut-être, non? Bon, ok. Très bien. Moi, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Cette émission, donc, touche à sa fin. Je vous retrouverai le mois suivant pour notre prochaine émission qui sera probablement consacrée au projet Bande alimentaire et donc à la collecte nationale de la Banque alimentaire. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.